Bonjour à vous tous et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Olivier Bullion, qui est le directeur de l'unité des objectifs de développement durable 2030 au sein d'Emploi et Développement social Canada. Comme les Nations unies ont adopté les 17 objectifs de développement durable à atteindre d'ici 2030, le Canada avait adhéré à ces objectifs. Puis pour permettre la mise en œuvre de ces objectifs, il y a eu la stratégie d'implantation de ces objectifs de développement durable qui, pour les fins du balado, seront affectueusement appelés les ODD. Il s'agit de l'acronyme qu'on utilise régulièrement. Donc, pour mettre en œuvre les fameux ODD, les 17, il y a une stratégie d'implantation qui a été rendue publique récemment, en février, et elle est mise en œuvre par l'unité des objectifs de développement durable, donc l'unité des ODD qui a été constituée. Et pour la diriger, le directeur, M. Olivier Bullion, a accepté d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler des grandes orientations de cette stratégie qui vient tout juste d'être rendue publique. Donc, M. Bullion, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation, Hélène. Merci à vous aussi, Olivier, d'avoir accepté d'être avec nous. Puis, je vous souhaite la bienvenue. Je commencerai ma première question avec le fait que les objectifs ont été adoptés au mois de septembre 2015, les fameux ODD par l'ONU, puis le Canada avait adhéré à ces ODD. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent les ODD pour nos auditeurs qui les connaissent moins, ces ODD que l'on retrouve dans la stratégie et en quoi ils diffèrent des 8 objectifs du millénaire qui se sont terminés en 2015? Merci Hélène. Non, c'est une très bonne question. Et, bien sûr, donc, en quelques mots, pour expliquer à nos auditeurs, les 17 objectifs de développement durable, ils constituent concrètement un cadre directeur, une sorte de langage commun pour bâtir un monde plus pacifique, plus inclusif, plus prospère, plus résilient et enfin plus durable. Et pour s'attaquer aux défis mondiaux les plus pressants, comme vous l'avez mentionné, Hélène, les 180 États membres des Nations Unies se sont donnés jusqu'à 2030 pour atteindre les résultats énoncés dans les 169 cibles de l'agenda 2030. Ces cibles sont axées sur les personnes et elles mettent en avant les moyens d'améliorer la qualité de la vie, de répondre aux besoins et aux priorités des jeunes. Le programme 2030 met en avant les 5 dimensions essentielles qu'on appelle les 5 P en anglais, mais qui représentent l'humanité, point de vue social, la prospérité, la planète, la paix et les partenariats. Ces 5 dimensions sont aussi envisagées sous les 3 angles fondamentaux de la durabilité: l'inclusion sociale, la croissance économique et la protection de l'environnement. Donc on peut comprendre ces 17 ODD sous un triptyque social, économique, environnemental. Parmi les cibles des objectifs, on retrouve entre autres des objectifs tels que garantir l'accès à un logement sûr, garantir la sécurité alimentaire, l'accès à un travail décent, l'accès à des soins de santé, à une éducation de qualité, à un environnement sain. Et ces cibles, ce qui est extrêmement important, doivent être atteintes sans laisser personne derrière. La dimension d'inclusion. La fameuse expression à laquelle on pense souvent lorsque l'on parle de transition juste, d'ailleurs. Absolument. Et donc, c'est un cadre essentiel, un élément fondamental, c'est que tous ces progrès ne peuvent être atteints que si on ne laisse personne derrière. C'est ce côté juste, durable, équitable. Et ça veut dire donc forcément qu'une attention extrêmement particulière doit être apportée aux populations les plus vulnérables. Dans un contexte canadien, ça inclut très malheureusement les femmes, les personnes racisées, les jeunes, les aînés, les autochtones, ainsi que les nouveaux arrivants. Et donc, pour répondre à la deuxième partie de votre question, qui est très intéressante, sur la différence entre les objectifs de développement durable, les ODD, et les objectifs du millénaire, donc les Millennium Development Goals, comme on les appelait en anglais. Donc, c'est à la fois une continuité, dans le sens où on continue à promouvoir et favoriser un développement équilibré,
Mais ça marque aussi un grand changement, une grande rupture, car les ODD ne se concentrent pas uniquement sur les problématiques de développement, mais sur tous les aspects de la soutenabilité, qu'elle soit donc économique, sociale et environnementale. On s'éloigne également de la relation d'aide au développement qui considère les pays riches comme des pays donateurs, Mmh. contre les pays en développement qui sont des pays receveurs d'aide internationale. Les objectifs du millénaire s'entendaient un peu comme un plan de développement financé par les pays développés envers les pays en voie de développement. Ici, avec l'agenda 2030, tout le monde est responsable, Mmh. les pays développés ainsi que les pays en développement. On essaye de prendre en compte de tous les aspects du développement durable. Donc qu'on soit développé ou en voie de développement, on fait face à ces mêmes défis, à ces mêmes challenges. Et c'est ça le grand changement de l'agenda 2030. Il est pour tout le monde. Tout le monde a un rôle à jouer, qu'on soit développé ou en développement. Et ça permet aux pays développés aussi de se regarder un petit peu en face et de comprendre quelles sont peut-être certaines lacunes dans leur propre développement. Ils peuvent être en retard sur certains des trois aspects, que ce soit social ou environnemental, par exemple. Mmh. Donc, donc l'agenda 2030, pour conclure, établit une base pour chaque pays, pour chaque groupe social, pour jouer un rôle. Très bien, c'est très, très clair la façon que vous nous avez présenté le tout. Est-ce que le Canada avait dévoilé en juin 2019 un document qui s'intitulait vers la stratégie nationale du Canada et le programme 2030. Puis il avait alors proposé 30 mesures gouvernementales fédérales pour faire des progrès avec le programme 2030. Sur les 30 mesures, 23 étaient conformes à l'échéancier. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces mesures? C'est quoi la différence entre la stratégie de 2019 qui semblait être une stratégie de consultation et celle qui vient tout juste d'être rendue publique le 17 février? Merci. Ça, encore une très bonne question et une bonne opportunité de clarifier quelques-unes des différences. Vers la stratégie nationale du Canada pour le programme 2030, qui avait été lancé en juin 2019, était en fait le résultat de consultations nationales auprès de plus de 40 000 personnes. 40 000 Canadiens avaient été consultés et ça représentait en quelque sorte un état des lieux, le premier pas vers l'établissement de structures, de processus, d'activités qu'on devait mettre en place pour faire progresser le programme 2030 d'une manière coordonnée, transparente, efficace. Le document de juin 2019 nous avait également permis d'établir un premier cadre d'indicateurs canadiens, ce qui nous permet de rendre compte avec précision des progrès sur les ODD dans un contexte spécifiquement canadien. La stratégie que nous venons de publier, par contre, c'est le résultat d'un travail au sein du gouvernement fédéral, de longs mois avec beaucoup de partenaires pour assurer une approche pan-gouvernementale et une approche pan-sociétale aux attentes des Canadiens envers un développement durable, ne laissant bien sûr personne derrière. On a repris les grandes orientations formulées par le document de 2019, mais on vise à offrir plutôt un environnement qui permet à tout le monde et à chaque secteur de la société canadienne de contribuer au travers les grandes actions identifiées. Il repose sur le leadership fédéral, ça c'est la clé, à la fois au sein des ODD, ODD par ODD, pour renforcer l'efficacité des actions prises sous chacune de ces priorités, mais également entre les ODD pour s'assurer que nous avançons de façon plus équilibrée. Euh, pour parler un petit peu des 30 mesures, elles donnent une voie à suivre quelque part pour l'avancement du Canada par rapport au programme 2030. Donc, beaucoup de mesures. Ils comprennent l'importance d'établir des partenariats, de partager l'information, de partager les bonnes pratiques et d'avancer principalement sur un travail de réconciliation et d'engagement avec nos partenaires. Ils comprennent aussi certaines directives sur la mesure des résultats, la collecte de données, la production de rapports, etc. À titre d'exemple, une des recommandations était de créer par exemple des partenariats pour favoriser la mise en œuvre des EDD dans le milieu des affaires, notamment Mhm. au moyen d'initiatives de responsabilité sociale au sein des entreprises. Et le gouvernement, par exemple, a supporté, nous avons supporté notre fonds, ce type d'initiative à travers le programme de financement, comme c'est le cas pour CPEK, qui est le partenaire d'un de nos projets sur le baromètre, excellent projet, baromètre 2030 sur l'achat responsable, par exemple. Donc c'est à travers cela qu'on avance sur nos actions et nos partenariats.
Comme vous l'avez mentionné, par contre, sur ces 30 mesures, 22 sont en bonne voie et en conformité avec l'échéancier. Par contre, 7 vont nécessiter un petit peu plus d'attention. Et c'est souvent parce qu'elles comportent des défis beaucoup plus complexes. Mhm. Euh, et elles vont prendre beaucoup plus de temps. On a jusqu'à 2030 à être mises en œuvre. Euh, Par exemple, ça compte sur la collecte des données sur les personnes marginalisées, sur la mesure de l'impact social, Mhm. économique, etc. L'impact des financements des ODD, tout ça, c'est des choses qui vont prendre un peu plus de temps à être mises en œuvre et qui vont en requérir un partenariat, de toute évidence, avec tout le monde. Euh, J'allais vous demander, pas vous demander, mais vous dire, nous allons être intéressés à suivre vos travaux sur la question de l'impact social parce que c'est une dimension pour laquelle il n'y a pas encore de, il existe des cas, mais pour laquelle les entreprises ont des enjeux à essayer de mesurer leur impact social. Donc, nous allons sûrement vouloir vous suivre de près par rapport à votre façon Absolument, de faire. absolument, et je ne veux pas faire une digression trop importante, mais c'est vrai que la dimension sociale arrive maintenant à maturité. On a besoin de mieux comprendre les dimensions sociales, et malheureusement, c'est un peu le parent pauvre de la soutenabilité, et beaucoup de travail a été fait au cours des dernières décennies sur l'environnement et sur la durabilité environnementale. Les concepts de durabilité économique, l'économie cyclique, etc., sont un peu naissants. Il y a encore un peu de travail à faire sur raffiner ce que c'est que la dimension sociale. Est-ce que ça comprend, pour l'instant, c'est un peu je dirais pas un fourre-tout, mais on retrouve un peu de tout, des choses très très sociales, des choses un peu plus économiques. Comment, dans un nouveau cadre d'analyse, on peut réellement comprendre la dimension sociale qui se comprend bien évidemment par les besoins fondamentaux des individus Ça sera très pour le développement de intéressant. la Oui, nourriture. Donc ça nous force à réfléchir. Je pense que c'est des grandes pistes de recherche. Le monde académique est en pleine ébullition, il y a différentes définitions qui sont proposées, mais c'est vraiment un cadre extrêmement intéressant. Et encore une fois, c'est là où l'agenda nous offre une piste d'analyse, encore une fois un cadre commun, comme j'expliquais au départ, pour nous permettre de se concentrer sur des problématiques importantes, critiques, et mieux les comprendre dans une dimension sociétale. très bien. Il existe la stratégie gouvernementale de développement durable, ou la stratégie fédérale de développement durable. Et là, maintenant, il existe la stratégie, si on peut l'appeler ainsi, sur les ODD. Et la stratégie fédérale de développement durable, bien, elle relève d'Environnement et Changement climatique Canada, alors que la stratégie des ODD relève de votre ministère. Donc, comment arrivez-vous à réconcilier les deux stratégies? Encore une fois, Hélène, excellente question, merci beaucoup. Euh, donc la stratégie fédérale de développement durable, comme vous l'avez mentionné, elle est dirigée par Environnement et Changement climatique Canada. C'est une pièce très importante, c'est un morceau quelque part du programme 2030. Peut-être un peu pas indépendant, mais en parallèle et qui vient contribuer très fortement au programme 2030. Mais la stratégie sur le développement durable, elle se concentre concrètement sur les aspects environnementaux. Elle établit les priorités du gouvernement du Canada en matière de durabilité de l'environnement. Elle fixe des objectifs et elle définit certaines mesures à prendre pour les atteindre. Elle décrit principalement les mesures que prendra le gouvernement pendant les 3 ans à venir pour promouvoir une croissance propre et préserver un écosystème sain et établir des collectivités sûres. C'est une partie importante, mais ça reste un cadre de 3 ans sous impulsion fédérale concentré sur l'environnement. La stratégie nationale, l'agenda 2030, il est pan-sociétal. Il n'est pas uniquement fondé sur l'action gouvernementale, il appelle à l'action de Toute tous la les société, hein? Canadiens et Canadiennes, toute la société, de tous les échelons de la société, de tous les secteurs, de tous les coins géographiques. Et il appelle encore une fois le triptyque environnement, social, économique d'une croissance équilibrée. Alors qu'encore une fois, FSDS, c'est la partie qui se concentre sur la partie environnementale, peut-être un peu plus au niveau fédéral d'ailleurs. La vocation de FSDS n'est pas nationale ou de fournir cette vision nationale. Donc c'est là où on a un peu des différences. C'est la composante, la contribution fédérale environnementale, quelque part à l'agenda 2030, sous un chemin différent. Mais c'est là où ces différents morceaux se complètent. On construit sur les succès du passé
Et donc, la stratégie de développement durable fait partie de tout ça, et donc c'est partie intégrante de la stratégie 2030. Alors, c'est très clair, ça c'est bien parce qu'on vous l'avez campé, là, on voit vraiment la distinction entre les 2. Il y a encore quelques autres différences. Alors, en outre, pour la mise en œuvre de la stratégie nationale, en outre ECCC, tous les ministères et organismes ont la responsabilité de mettre en œuvre et de faire progresser les ODD qui relèvent de leur domaine de compétences et de responsabilités respectifs, y compris d'ailleurs la coordination avec les provinces, les territoires, les partenaires. Dans le cadre de la stratégie nationale et de l'agenda, concrètement, on a un groupe de ministères principaux qui ont dirigé les efforts de la mise en œuvre du programme 2030 et qui sont en quelque sorte nos champions, qui ont un rôle particulier. Je vais en mentionner quelques-uns pour vous montrer leur importance, mais on a bien évidemment la relation couronne autochtone et Affaires du Nord-Canada, Oui. partenaire essentiel sur la dimension de la réconciliation, environnement et changement climatique, bien évidemment pour toute la dimension environnementale, Affaires mondiales Canada, pour toute la Mhm. dimension internationale, Services et autochtones Canada, encore une fois pour la livraison de programmes et l'aspect réconciliation, innovation, sciences et développement économique, Oui, toutes les qualités. Femmes et égalité des genres Canada, donc oui. c'est encore ça dimanche. Et ça, et nous-mêmes, et ESDC. Et donc ça, c'était en plus de Statistique Canada et des agences centrales, le corps auquel on a ajouté encore d'autres départements comme la santé publique, Santé Canada, infrastructure. Et on a une vingtaine de départements qui sont un peu le cadre, qui forment le cadre directeur et les champions et qui vont animer avec nous cette stratégie. Donc c'est vraiment un travail partagé, de responsabilité Mhm, partagée. mhm. Euh, et, et, donc on a vraiment un travail collectif qui est fait sous l'impulsion de chaque ministère. Donc c'est vraiment quelque chose d'excitant, c'est que tout le monde a un rôle à jouer et tout le monde a vraiment envie de contribuer dans leur domaine respectif à l'avancement de Des l'ensemble. ODD. Et donc, c'est vraiment une stratégie horizontale hein, pour que tous les ministères, et parlant des ministères et organismes, est-ce que certains ont commencé à traduire dans leur politique publique ou autre l'intégration des ODD? Alors, oui, tout à fait, tout à fait. Depuis donc, le lancement du secrétariat, nous travaillons à renforcer la coordination et la cohérence au niveau des différents ministères. Un des grands défis, bien évidemment, c'est que si l'agenda 2030 nous offre un langage commun, on doit l'apprendre. Quelque part, on n'est pas structuré nécessairement pour parler ce langage. La responsabilité sur chaque ODD est souvent très dispersée au sein du gouvernement fédéral. D'une manière aussi beaucoup plus importante, elle n'est pas exclusivement sur la responsabilité fédérale. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral n'a pas tous les leviers pour faire progresser chacun des 17 ODD. Et tout seul, de toute façon, il ne pourrait pas. C'était vraiment un travail collectif d'effort sociétal. C'est pour ça que la stratégie nationale se comprend non pas comme un document directif de l'action fédérale, mais plutôt un appel pour l'action à tous les niveaux et offre un cadre pour que tout le monde puisse contribuer dans les meilleures conditions et selon leurs capacités. Mais donc, effectivement, dans le travail qui a été fait, nous encourageons cette transformation au sein des ministères pour pouvoir communiquer plus efficacement de leur action sous une lentille ODD. Et donc, tous les départements ont, à partir de cette année, identifié dans leurs priorités départementales quelles étaient leurs priorités sous une structure ODD qui nous permet de mieux comprendre les acteurs principaux, les programmes en place et comment on peut apporter un peu de plus de cohérence sur nos actions ODD par ODD. Et donc, effectivement, ils commencent à développer ces narratifs au sein des priorités départementales sous un angle ODD. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ça nous permet d'engager et ça nous permettra de pouvoir créer beaucoup plus de canaux de discussion et d'échange avec nos partenaires sur des thématiques beaucoup plus ciblées. Est-ce que ce sont des plans d'action dans lesquels les ministères se prononcent sur l'intégration des ODD qui sont publics ou non? Ce sont des documents Alors, gouvernementaux. oui, ce dont je parle, ce sont les plans départementaux qui sont publics, OK. qui sont les grandes orientations des ministères, donc qui répondent
à des lettres de mandat, au discours du trône, etc. Donc, qui répondent directement à des directions politiques. Et les départements doivent exprimer leurs plans en fonction de ces priorités et qui sont publiés par le Conseil du Trésor. Et OK. donc, à partir de cette année, nos collègues dans chaque département ont essayé d'associer les programmes en place avec les cibles des ODD pour mieux comprendre comment les programmes, très nombreux programmes qui sont en place, contribuent directement à la réalisation des ODD. Et ODD par ODD, on s'aperçoit que le gouvernement fédéral, comme beaucoup d'autres acteurs au Canada, est extrêmement en fait actif. Donc c'est juste de mieux comprendre dans quelle mesure le gouvernement fédéral est actif et dans quelle mesure les programmes en place en fait contribuent directement à l'avancement des ODD. Et Alors ça d'arriver. serait intéressant à regarder éventuellement, hein, d'aller voir si nos auditeurs sont intéressés. Il y aurait, semble-t-il, les résultats d'un sondage qui aurait été mené par le gouvernement tendent à démontrer que les ODD ne sont pas encore connus par la population. Puis, comment entendez-vous les mobiliser pour qu'ils puissent mieux les comprendre et mieux les connaître aussi par le fait? Alors, je vais commencer. J'avoue, je ne suis pas familier avec le sondage auquel vous faites référence. Euh, on essaye, nous aussi, de mesurer en fait le degré de familiarité avec les ODD. Nous sommes le programme de financement, le programme des ODD et à l'heure actuelle, on est sous un audit du bureau du vérificateur général. Et parmi cet audit, il y a eu une étude qui a été faite pour voir le niveau de sensibilisation et en fait, il était en train d'augmenter. Donc, Ah, pour ça, bon, je veux c'est pas. bien, c'est bien. Donc, on doit peut-être pas parler de la même base ou c'est pas. Oui, puis peut-être Ah, parce que ce sera peut-être il y a déjà un an, peut-être. Alors, voilà, mais de toute façon, je pense que quoi qu'il en soit, on est tous d'accord, il y a un énorme travail d'éducation qui reste à faire. Et c'est pour ça que des initiatives comme la vôtre, comme ce balado aujourd'hui, sont extrêmement les bienvenues, parce qu'elles permettent d'augmenter la sensibilité, miner la l'information. connaissance, absolument, et peut-être d'encourager les gens à aller chercher plus d'informations et participer, tout simplement. Donc oui, on sait qu'il y a un énorme travail qui reste à faire. Il y a des populations qui sont peut-être plus sensibles aujourd'hui aux ODD que d'autres. Donc on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour atteindre tout le monde. Mais nous avons bien évidemment des priorités pour augmenter cette mobilisation. Euh, Nous sommes en train, alors, en partie avec la stratégie nationale, nous sommes en train de développer une composante fédérale, qui est le plan d'action fédéral, qui va un peu synthétiser quelle est la contribution fédérale à la stratégie nationale. Et dans ce cadre, nous avons développé un plan d'engagement et des stratégies de communication pour mieux faire connaître, bien évidemment, les objectifs de développement durable, l'action fédérale, augmenter la connaissance globale. Et ça va s'articuler autour de campagnes d'information régulières sur les ODD, des rapports annuels qui vont encore fournir un peu plus d'informations et de l'engagement avec les partenaires. Euh, Bien évidemment, il y a encore aussi beaucoup de travail à faire qui peut être fait à travers le programme de financement des ODD, et qui vise également une des composantes de ce programme de financement, c'est de sensibiliser le public aux ODD, soutenir les nouveaux partenariats. Et donc c'est un peu aussi grâce à ce programme de financement qu'on a la possibilité aujourd'hui de pouvoir travailler ensemble et de faire le balado. Donc c'est exactement un peu la mécanique d'essayer de favoriser, grâce à l'excellent travail de nos partenaires, d'augmenter la sensibilisation sur les ODD. Très bien, ben alors, tant mieux si on peut contribuer à vous faire connaître aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait le carrefour des données des ODD, hein, carrefour des données. Ce qu'on voudrait savoir, c'est quel est le rôle du carrefour des données qui semble être constitué que pour des fins de reddition de compte des ODD. Quelle est la distinction entre le carrefour et Statistique Canada dans la collecte des données, hein, sur les ODD, puis comment ces données seront interprétées si vous en avez une idée? Absolument. Alors, je vais vous en parler parce qu'il y a bien évidemment Statistique Canada est le point focal, statistique pour la fonction fédérale, pour le Canada, et c'est Statistique Canada qui dirige la collecte, la compilation et la présentation de toutes les données statistiques. Et ça, ils le font dans le cadre de l'agenda 2030 et des ODD par l'entremise du carrefour des données liées aux ODD. Donc,
grosso modo, le Carrefour des données, c'est une plateforme en ligne mise à la disposition de tous les Canadiens et Canadiennes, administrée par Statistique Canada pour fournir de l'information chiffrée sur les cibles et les indicateurs reliés aux objectifs de développement durable. Donc, Euh, tous y ont accès. voilà, tout le monde y a accès. Donc, comme vos auditeurs le savent peut-être, et je l'ai mentionné au départ, quand l'agenda 2030 a été publié, a été associé avec une série d'indicateurs sous un cadre d'indicateur global avec 169 indicateurs. Bien évidemment, ils sont échelonnés quelque part par rapport au niveau des pays de développement. Donc certains des objectifs dans le cadre d'indicateurs global, le Canada les a dépassés depuis de nombreuses années, quand on pense à l'éradication de certaines maladies, à des niveaux de pauvreté. On a la chance au Canada d'avoir une population qui est bien au-delà des 2 dollars par jour. Mhm. Et donc c'est pour ça que beaucoup de pays ont décidé de décider un cadre, de décider de créer un nouveau cadre d'indicateur qui leur soit plus approprié, Ah bon? qui soit un petit peu plus ambitieux. Mhm. Par exemple, si on, au DD1, réduction de la pauvreté, bon, ben, on peut dire on a dépassé les 2 dollars par jour, travail terminé, on peut rentrer chez nous. Mhm. Donc non, bien évidemment, on doit aller plus loin. C'est la philosophie. Donc, beaucoup de pays ont décidé de développer un cadre d'indicateurs qui leur soit propre, avec Mhm. des cibles plus ambitieuses. Et c'est ce qu'on appelle ici le cadre d'indicateur canadien, avec Ah, lequel on travaille avec Statistique Canada. Et donc, ils proposent des cibles adaptées au contexte canadien. Donc, pour la réduction de la pauvreté, par exemple, mhm. on regarde une réduction de 50% par rapport à la ligne de pauvreté canadienne. OK. Donc, beaucoup plus ambitieux, bien Oui, évidemment, que l'agenda original. oui, Euh, et donc, c'est ces fameuses données, ce fameux CIF, donc cette canadianisation un peu du cadre d'indicateur oui, global, cette oui. adaptation à la sauce canadienne, c'est ça qui est, avec les autres données du cadre d'indicateur général, offert sur le carrefour des données qui est administré par Statistique Canada. Donc, c'est un outil pour nous permettre de mesurer, de donner un peu de direction, de mesurer les progrès et d'apprendre un peu sur l'évolution de ces différents indicateurs. Donc, un autre outil que nous allons consulter. Absolument. Hum, Nous, avons aussi des pratiques exemplaires, semble-t-il, sur une plateforme en ligne. Je ne sais pas si elle est toujours d'actualité. Vous auriez développé au sein d'Emploi et Développement social Canada cette plateforme en ligne qui contribue à l'amélioration, à la collaboration du partage de pratiques exemplaires qui proviennent du programme de financement des ODD. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette plateforme? Oui, alors on a un site web. Bon, c'est pas tout à fait encore la plateforme dont nous parlons, mais parce qu'il s'agit pour l'instant d'un projet. Donc je ne peux pas exactement préciser tout à fait les formes ou la forme que cela prendra. On est en train de le travailler, c'est à l'étude. Mais je peux vous parler de l'intention derrière ça, la création d'une telle plateforme ou renforcer un peu la plateforme que l'on a actuellement. Ce qu'on cherche à réaliser, comme vous l'avez dit, en fait, c'est vraiment un meilleur partage d'informations sur le plan de la recherche, les outils, les pratiques novatrices entre les différents départements des gouvernements fédéraux et nos partenaires. Donc, on essayait déjà d'identifier quelles sont les meilleures pratiques apprises pour pouvoir les partager et créer un vrai dialogue. Et c'est ça le but de cette plateforme. C'est une plateforme d'échange, de partage d'informations. Ça va être un outil important, mais c'est sur lequel on travaille et on est en train de faire l'identification des ressources les plus appropriées pour venir nourrir ce projet. Super, donc nous allons consulter également le site. Puis, dans ma dernière série de questions, avant de passer à nos questions plus ludiques, dans ma dernière série de questions, j'ai lu qu'il y aurait un comité consultatif externe Absolument. qui est composé de différents horizons, sera créé pour la mise en œuvre du programme. Est-ce que vous pouvez nous en parler? D'abord, il existe ou il n'est pas encore? Alors, ça n'existe pas encore. Ça fait partie, c'est une de ces 30 mesures que l'on veut mettre en place pour faire avancer le programme, mais qui n'a pas encore été mise en place. Euh, c'est un peu en retard par rapport à l'échéancier que nous nous étions donné. Euh,
malheureusement, on a dû repousser tout ça à cause de la Covid. Ça a Mmh. mis quand même, ça a certainement impacté, enfin, on peut pas se cacher, le cycle d'activité. D'accord. Donc c'est ce qui a un peu retardé la création de ce comité externe. C'est un point extrêmement important de la stratégie, d'avoir un comité d'experts externes pour guider l'action fédérale, pour jouer un peu ce rôle de chambre d'écho, Oui. pour être sûr que nous sommes dans la Belle bonne direction. expression, très belle Et expression. donc c'est un peu l'objectif. Donc on est en train de finaliser quelles devraient être les modalités de participation à ce comité pour être extrêmement représentatif. Mmh. L'un des défis, c'est que les objectifs de développement durable, c'est extrêmement vaste. Ça touche tout, Mmh. ça touche tout le monde. C'est le plus OK. important. Donc comment s'assurer qu'on peut avoir un comité qui représente tout et tout le monde, avec des enjeux qui sont critiques. Enfin, Mmh. encore une fois, laisser personne derrière, c'est la pierre angulaire de ce travail, c'est de s'assurer que tout le monde bénéficie des progrès, qu'il n'y ait pas une partie de la population qui avance et puis une autre qui stagne ou qui recule. Donc c'est comment s'assurer que ces éléments qui pour nous sont les plus fondamentaux sont bien pris en compte. Ça va être le défi de mettre un comité consultatif extrêmement bien balancé, équilibré, représentatif. Donc ça, Oui, on espère quand même le développer sur les prochains mois. très bien. Donc, nous terminons toujours nos balados avec 5 petites questions ludiques qui sont inspirées de Bouillon de culture, qui était une émission animée par Bernard Pivot, qui lui-même s'inspirait du questionnaire de Martin Proust. Donc, nous Absolument. l'avons adapté à notre sauce. Alors, ben, notre première question, c'est quel est le mot que vous préférez le plus dans le vocabulaire du développement durable? C'est des bonnes questions que vous allez me poser. Pour celle-là en particulier, j'avoue que le mot inclusif euh, est pour moi le plus important de tout, euh, parce que sa dimension humaine, sa dimension individuelle. Le coût de la non-inclusion est terrible, Mm. à la fois pour l'individu, mais même La société. au niveau de la société, quand on prend en compte les externalités que ça crée. On peut presque être égoïste à être gentil quelque part. Mm. C'est ça l'idée, c'est que laisser quelqu'un sur le bord de la route, ça va coûter beaucoup plus cher pour la société plutôt que s'en occuper tout de suite. Donc c'est pour moi le mot qui est le plus important parce que c'est le coût humain, le coût personnel sur les gens qui sont exclus, qui Ouais. ne sont pas inclus, que ce soit économiquement, socialement, environnementalement. On peut vivre dans des conditions très difficiles et donc c'est pour ça que c'est vraiment une dimension essentielle pour moi. C'est un peu la bienveillance hein, que moi, je trouve qui est toujours une belle qualité. La deuxième question, c'est quelle est la personne que vous admirez dans le domaine du développement durable? Alors ça c'est des questions que j'évite toujours parce que on fait un heureux ou une heureuse pour beaucoup de malheureux, donc je ne vais pas citer de nom. Je vais plutôt parler je pense que la personne que j'admirerais, parce que c'est plus donné un peu surtout à nos jeunes auditeurs, je pense que tout est à faire. On peut regarder, identifier des personnes qui ont fait un travail extraordinaire jusqu'à présent, sans vouloir leur enlever quoi que ce soit, je pense malgré tout que tout est à faire. Les défis sont devant nous et la personne qu'on va tous admirer, elle est encore à venir. Cette Ah, personne qui va c'est nous bien. faire changer un peu nos mentalités, et un peu rééquilibrer tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui contribuent extrêmement fortement. Si j'avais à choisir même un cadre, je pense qu'aujourd'hui, bon, j'ai parlé beaucoup de la dimension sociale, de l'inclusion, euh, parler un petit peu de la dimension économique. Je pense que c'est tout ce qui a à faire avec l'économie circulaire. Oui. On est malheureusement, enfin, on est dans une société de consommation, une Mhm. société de consommation qui crée beaucoup d'autres produits que ceux consommés. Il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de... Bon, avec l'avènement de certaines sociétés, maintenant, on ne se déplace plus, on reçoit des choses, ça crée pour un petit objet, on reçoit 3 fois plus de matériel. Mhm. Euh, Comment est-ce qu'on arrête ce gâchis? Comment est-ce qu'on produit pour consommer, non pas pour accompagner des produits? Comment est-ce qu'on peut, encore une fois, réutiliser tout ça et non pas le mettre à la poubelle? Il y a un énorme gâchis Ouais. malheureusement, que ce soit au niveau
tous les niveaux, au niveau alimentaire également. Donc, une économie circulaire qui s'assure de limiter les pertes. Mhm. Par défaut, ça va améliorer beaucoup de choses de nos vies, ça va améliorer notre environnement, ça va peut-être réguler certains aspects de notre production. Oui, Euh, et c'est pour moi quelque part où malheureusement, je pense qu'on a beaucoup à faire. On a encore, bien beaucoup à sûr. faire C'est et que la personne qu'on doit admirer, elle n'est pas encore là parce que ça va partir d'incitation, ça va partir de toute une nouvelle mécanique pour intégrer d'autres dimensions que la dimension économique, financière, rentable, dans la rentabilité. Et je pense que malheureusement, on a encore beaucoup de chemin à faire. Et donc, ça m'amène à ma troisième question. Sur une échelle de 1 à 10, où croyez-vous que le Canada en est en termes de développement durable? Ah, c'est pas une question un peu méchante, hein. Non, non, c'est pas facile de répondre parce que bon, le Canada intrinsèquement a des qualités, bien évidemment. Hein. On peut comparer, on n'est pas là pour comparer le Canada avec d'autres pays, mais on a quand même beaucoup de chance. Donc c'est de la chance parce qu'on a un pays magnifique avec un environnement extrêmement riche. Mais c'est aussi un travail d'intégration de la société. On a une société inclusive, on a une société respectueuse. Euh, on est loin par moments de certains défis de l'Europe au niveau de la cohésion sociale, au niveau de valeurs d'inclusion, malheureusement. Donc on est un très bon élève, quelque part, du développement durable. Donc sur certains aspects, je pense qu'on mérite une très bonne note. Euh, Par contre, malheureusement, peut-être que ça s'est fait aux dépens de certains groupes de la population. Mm. Donc, si on a été capable d'offrir des biens publics, comme l'environnement, etc., une économie prospère et stable, ça n'a pas été au bénéfice de tous. Ça n'a peut-être pas été assez inclusif. Donc, on est Mm. quand même, je pense qu'il ne faut pas regarder les choses négativement. Le Canada a fait extrêmement de progrès, d'efforts et quelque chose de formidable, est prêt à en parler, est prêt à discuter, est prêt à engager, à corriger. Mais il nous reste beaucoup à faire. Donc peut-être sur le côté social de l'inclusion, encore une fois, je pense que c'est peut-être là où, quand j'ai nommé la liste des personnes les plus vulnérables, sont aussi ceux qui ont souffert le plus de la Covid. Les femmes, les autochtones, les personnes racisées. Je pense que c'est là où on devrait se regarder en face et se dire, quel que soit notre niveau, on n'est pas encore au maximum. Mm. Oui, je peux très bien comprendre. Quelle est, selon vous, la plus grande fierté du Canada en développement durable? Il y en a beaucoup. Je pense que c'est l'innovation. Moi, je Hein? trouve que l'innovation et d'ailleurs le Québec, votre travail en fait partie, hein, pas pour. C'est cette capacité à innover, c'est ce côté un peu dans la flexibilité économique qui fait que et ce volontarisme et Mhm. cette passion de certaines personnes, il y a une vraie capacité à innover, à sortir quelque chose de nouveau, de contribuer. Quelques années, il y avait quelqu'un qui faisait pousser des légumes sur le toit des bâtiments à Montréal, Mhm. monter une petite société, etc. C'est extrêmement innovateur, c'est extrêmement bénéfique, ça crée de l'emploi. Enfin, il y a beaucoup. Et donc, c'est cette capacité à réinventer, à réfléchir, à pas, encore une fois, camper sur nos lauriers, sur nos bénéfices. On a beaucoup de ressources naturelles, on pourrait juste aller les creuser et polluer la planète, c'est pas ce qu'on fait. Donc, il y a vraiment une volonté de contribuer positivement Innover, à ces familles, c'est ouais, vrai. Puis on d'innover. le voit encore plus en ce moment. Absolument. Et ma dernière question, c'est quelle est la plante, l'animal ou l'arbre dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner si c'était possible? Alors, ça, c'est une question marrante. Je vais répondre en un petit clin d'œil aux traditions autochtones. Euh, Oui. et, enfin, ma femme est de Colombie-Britannique et j'aime beaucoup la culture Haïda et les représentations. Donc, je vais choisir un animal de cette un peu de cette philosophie, de cette culture, la grenouille. La grenouille parce que le symbole de la grenouille, c'est cet être qui est entre deux mondes, l'eau, l'air, mais aussi euh, deux, deux mondes différents. J'ai vécu en Europe une grande partie de ma vie, je me sens
un de ces Canadiens avec une identité multiple. Et on fait partie de différents mondes. Et donc, un peu comme cette grenouille, on passe Ah, d'un monde à c'est l'autre beau! et on essaye de naviguer dans l'air, dans l'eau, etc. Donc, souvent, je cite la grenouille parce que je pense que c'est l'animal qui me représente le plus. Puis un petit clin d'œil, comme je suis français de naissance, la grenouille, c'est ça. On appelle souvent les Français les frogs, donc ça marche aussi. Donc, voilà. C'est très beau, c'est une belle image. Ça fut vraiment agréable d'échanger avec vous aujourd'hui. Grâce à vous, on en sait beaucoup plus sur les objectifs de développement durable et nous avons appris aussi qu'il existe certains outils que nous allons aller consulter. Je suis certaine que nos auditeurs vont y prendre également intérêt. Et je vous dis à très bientôt puisque nous avons le plaisir de vous voir, mais de vous parler et nous voudrions éventuellement collaborer avec vous. Donc, ce n'est qu'un début. Ça sera avec grand plaisir. Nous sommes déjà partenaires. On pense que c'est que le début d'un grand partenariat. Donc, tout le plaisir est pour moi. Merci encore. Merci Olivier. Et puis bonne journée à vous. Merci, à vous aussi. Merci.